Bonsoir, il est 22 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres. Des religieux somaliens rejettent la reconnaissance israélienne de la région du Somaliland. Autre actualité, l'Arabie Saoudite appelle donc et accueille favorablement la tenue d'une conférence sudiste inclusive à Riyad. En nouvelles du monde, l'entrée en vigueur d'une décision israélienne interdisant les activités de dizaines d'organisations humanitaires internationales dans la bande de Gaza. Et c'était les titres. Nous allons en Somalie en ce début de journal pour parler de la clôture de la conférence Heritage. En effet, le Premier ministre de la République fédérale de Somalie, Hamza Abdi, a clôturé les travaux de la conférence de l'Institut Heritage dans une allocution exposant les positions du gouvernement somalien face aux derniers développements liés à la reconnaissance israélienne de la région du Somaliland. Selon le correspondant de la RTD, le Premier ministre somalien a dans son intervention abordé la situation sécuritaire, les défis auxquels le pays est confronté en exposant les facteurs liés aux attaques ayant visé certaines régions. Il a par ailleurs réitéré l'engagement du gouvernement fédéral à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la sécurité, la stabilité ainsi que de défendre l'indépendance et l'unité conformément à la Constitution et aux lois en vigueur. On reste toujours en Somalie où, je vous le disais dans les titres à l'instant, des religieux somaliens rejettent les informations faisant état d'une reconnaissance israélienne de la région du Somaliland. Ils ont confirmé que toute tentative de reconnaissance d'une région ou entité en dehors du cadre constitutionnel somalien constitue une atteinte manifeste à la souveraineté et à l'unité du pays, appelant le peuple somalien à faire preuve de vigilance, de cohésion et à rejeter toute action susceptible de porter atteinte à la cohésion de l'État, de ses institutions. Ils ont également appelé à traiter les questions nationales par le dialogue, la concertation, dans le respect de la Constitution et des lois en vigueur. Également dans l'actualité, il y a ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. En ce 3 janvier 2026, la République de Djibouti accueille favorablement l'appel du président du Conseil de leadership présidentiel du Yémen, Dr Rachad Al-Alami, à organiser une conférence inclusive à Riyad pour discuter des solutions équitables à la question du sud du Yémen. Elle confirme également que cet appel représente une étape importante vers le renforcement, le dialogue national et l'atteinte d'un consensus entre toutes les composantes du Sud, contribuant ainsi à la recherche de solutions pacifiques, durables, garantissant la stabilité du Yémen, pays frère, et l'unité de ses citoyens. Djibouti exprime également sa haute appréciation pour la réponse rapide de Riyad, pour sa pleine disponibilité à accueillir cette conférence cruciale, ce qui témoigne de son engagement constant à soutenir la sécurité, la stabilité du Yémen. La République de Djibouti souligne également l'importance de la participation constructive et effective de toutes les composantes du sud du Yémen à cette conférence dans le but de servir les intérêts du peuple yéménite et de préserver l'unité du pays, l'intégrité de ses territoires. Elle réaffirme également la nécessité de respecter les résultats du dialogue national inclusif en tant que cadre le plus approprié, le plus consensuel pour parvenir à des solutions politique durable. Djibouti appelle également dans ce communiqué toutes les parties yéménites à éviter toute mesure unilatérale ou action susceptible de compromettre les chances d'une solution politique juste, inclusive et met en garde contre toute escalade qui pourrait conduire à un dérapage menant au chaos. La République de Djibouti soutient fermement le dialogue comme voie pour garantir la sécurité, la stabilité du Yémen et croit fermement que la coopération régionale et internationale est l'élément clé pour atteindre cet objectif et garantir ainsi la stabilité dans la région. Fin de communiqué.
Et en ce qui concerne Riyad, bien le royaume d'Arabie Saoudite a accueilli favorablement cette demande du président du conseil de direction présidentielle du Yémen, Dr Rachad Mohamed Al-Alimi, visant à organiser une conférence inclusive réunissant l'ensemble des composantes du Sud afin d'engager un dialogue et d'examiner des solutions justes à la question du Sud. Cette position s'inscrit en réponse à la demande formulée par le président du conseil de direction présidentielle et en cohérence avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères en date du 30 décembre 2025 qui a souligné que la question du Sud est une cause juste aux dimensions historiques et sociales et que son règlement ne peut intervenir que par le dialogue dans le cadre d'un règlement politique global au Yémen. Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdon, a procédé mercredi à l'inauguration des tribunaux de première instance du statut personnel, desservant ainsi les régions de Bok et de Tadjoura. Cette nouvelle infrastructure judiciaire marque un tournant décisif dans le renforcement de l'appareil juridique régional et l'amélioration à l'accès à la justice. Le ministre était accompagné d'une importante délégation comprenant le procureur de la République, de la présidente du tribunal de première instance, du président du tribunal du statut personnel, du président de la commission des droits de l'homme, du directeur général des établissements pénitentiaires, de son conseiller technique, Mohamed Hadan, et de Mme Fardoussa Mohamed, directrice de la communication, Mme Tasnim Abdallah, directrice des services judiciaires. Sur place, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région de Bok, M. Moussa Adan Migane, en présence des autorités civiles, militaires et coutumières de la région. Une visite ensuite guidée des locaux a permis de découvrir cette nouvelle infrastructure régionale où sont désormais donc ont pris leur fonction la présidente du tribunal de première instance de la région, le président du tribunal du statut personnel et le procureur de la région Nord. Le ministre s'est félicité de la qualité des installations qui permettront aux citoyens de la région d'accéder à un service judiciaire de proximité. Cette inauguration s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de décentralisation des services publics, de rapprochement de la justice des citoyens sur l'ensemble du territoire national. Et à l'issue de cette inauguration, le préfet de la région s'est exprimé en ces termes. Donc nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre de la Justice, à son Excellence Ali Hassan Bahdon, qui a inauguré pour la première fois le palais de justice de la région d'Obok. Ce palais de justice est la bienvenue ici à Obok, puisque avant de parler de décentralisation, il faut parler de concentration. Et ceci fait partie de la politique du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, pour la déconcentration des services de l'État. Faisant partie donc des services régaliens, ce service nous permettra et surtout nous allègera beaucoup de choses, surtout dans toute la logistique et les moyens financiers déployés pour déférer une personne. Aujourd'hui, nous avons, alhamdoulilah, le tribunal chez nous. Inch'Allah, il nous reste donc les quelques ministères qui restent viendront aussi, mais la décentralisation est lancée, elle est en route. Merci. Salam alaikum. Justice toujours avec ce magazine portant sur les infrastructures, donc leur modernisation, mais aussi les avancées accomplies en matière juridique. À Djibouti, la justice connaît une transformation remarquable. Dès son accession à la tête du pays, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, va lancer un vaste chantier pour moderniser notre appareil judiciaire.
C'est dans ce sens qu'en novembre 2000, et à l'initiative du chef de l'État, Djibouti va organiser les États généraux de la justice. Une date qui marquera un tournant décisif pour la justice djiboutienne. Par la tenue des États généraux, Djibouti a démontré sa détermination à se doter d'une institution judiciaire moderne, indépendante et accessible. Cette concertation nationale associant magistrats, avocats, universitaires et société civile a établi les bases solides d'un renouveau profond. Les États généraux ont défini une feuille de route ambitieuse centrée sur la modernisation des textes et procédures, le renforcement des garanties d'indépendance de la magistrature, la professionnalisation des personnels judiciaires et l'amélioration du cadre de travail. Cette impulsion initiale a engendré une dynamique de progrès constant dont les réalisations les plus significatives s'épanouissent aujourd'hui. Le premier pilier de cette transformation réside dans la modernisation du cadre juridique et judiciaire. Ainsi, Djibouti a entrepris avec succès l'actualisation de son arsenal juridique, le rendant plus conforme aux standards internationaux. Les révisions constitutionnelles et l'adoption des lois organiques ont consolidé les fondements de l'indépendance judiciaire. Mais cela va de pair avec un corps révalorisé. C'est pourquoi la reconnaissance du rôle essentiel des magistrats s'est traduite par une politique globale de révalorisation faisant de la magistrature une carrière d'excellence. Cette dynamique s'est accompagnée d'une hausse notable des effectifs. Le nombre de magistrats a considérablement augmenté, tout comme celui des auxiliaires de justice, qu'il s'agisse des greffiers, des avocats, des notaires ou des huissiers. D'importants efforts ont ainsi été consentis pour améliorer les conditions matérielles et sociales des magistrats, l'augmentation des rémunérations, mais aussi la création d'un environnement propice à l'exercice serein de leurs fonctions. La réhabilitation du palais de justice s'inscrit également dans une avancée offrant un cadre plus moderne, sécurisé et accessible. Cette infrastructure renouvelée facilite les bons déroulements des procédures judiciaires, améliore les conditions de travail des professionnels du droit. Elle témoigne de la volonté des autorités de renforcer l'indépendance de la justice et de garantir un meilleur accès au droit pour tous. Conforme aux valeurs religieuses, la promulgation du Code de la famille en 2002, ainsi que la création des tribunaux spécialisés en statut personnel et l'institution de Ma'adouna Sharia ont marqué une avancée notable dans le domaine du droit de la famille à Djibouti. Ces réformes ont permis de soumettre les affaires familiales à des magistrats pleinement qualifiés et spécialisés dans les questions relatives au statut des personnes, assurant ainsi un traitement plus juste, rigoureux et adapté des litiges familiaux. Un dispositif qui a démontré son efficacité également dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Autre avancée majeure, l'ENEJ, l'École nationale d'études judiciaires. Créée en 2020, l'école incarne la vision prospective de la réforme judiciaire et constitue un investissement stratégique pour l'avenir. Elle permet de former sur le sol djiboutien une nouvelle génération de magistrats, de greffiers et auxiliaires de justice, bénéficiant d'un enseignement à la fois théorique et pratique parfaitement adapté au contexte juridique local. L'école transmet des principes fondamentaux d'éthique, de déontologie et d'intégrité qui fondent la légitimité de l'institution judiciaire. Elle forme des professionnels compétents, mais aussi des gardiens des valeurs républicaines. En assurant une formation de haut niveau sur son territoire, Djibouti affirme sa souveraineté judiciaire et se positionne comme un acteur crédible dans l'espace judiciaire régional. Quant à la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti, créée en 2008, joue un rôle important dans la protection et la promotion des droits humains. Une volonté politique du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour faire des droits de l'homme une priorité. Elle a ainsi pour mission de protéger et de promouvoir les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Cela inclut le traitement des plaintes, les enquêtes sur les violations, la visite des lieux de détention, l'élaboration des rapports annuels sur la situation des droits humains et les conseils au gouvernement. La CNDH vise également à sensibiliser le public et à collaborer avec des institutions internationales pour renforcer la protection des droits fondamentaux. Établie comme une juridiction autonome en janvier 2008, la Cour des comptes est l'institution supérieure des contrôles des finances publiques de la République de Djibouti. Elle veille à la recevabilité, à la transparence et à la bonne utilisation des ressources de l'État. Érigée grâce à une vision éclairée et une volonté affirmée de moderniser la gouvernance publique, elle incarne un pilier essentiel de l'État des droits. La Cour des comptes, par l'exercice de sa mission de justice financière, par son appui au pouvoir public,
dans la conduite des finances de l'État et par la force de ses audits et de ses recommandations constitue un pilier essentiel de la bonne gouvernance et un levier déterminant pour l'amélioration de la performance publique. Forte de ses réformes et de ses succès récents, la Cour des comptes poursuit son engagement, servir l'intérêt général, renforcer la confiance citoyenne et accompagner l'État dans sa marche vers une gestion moderne, responsable et transparente. En s'engageant résolument au sein des réseaux régionaux et internationaux d'institutions supérieures des contrôles, la Cour des comptes de Djibouti contribue au prestige de la nation sur la scène internationale, portant les valeurs d'une gouvernance exigeante, responsable et tournée vers l'excellence. Les avancées accomplies depuis 2000 dessinent les contours d'une justice djiboutienne moderne, efficace et proche des citoyens. La poursuite des réformes engagées, notamment dans les domaines de l'accès aux droits et la modernisation des infrastructures, ouvre de perspectives enthousiasmantes. La justice djiboutienne, forte de ses réalisations et portée par une volonté politique constante, continue son processus de modernisation avec confiance et détermination. Elle incarne une institution en pleine transformation, porteuse d'espoir et d'assurance pour un avenir judiciaire solide et prometteur à Djibouti. Également dans l'actualité, le ministre de l'Environnement s'est rendu dans la région d'Arta, plus précisément donc dans le village de Leïta et à la cité Moumina. Et ce, pour lancer un projet d'envergure. Ce projet d'envergure vise à doter les ménages en zone rurale de foyers décents. L'objectif de cette initiative est de permettre d'endiguer la coupe illégale de bois, mais encore de soutenir les différents villages à travers le pays en leur proposant une alternative éco-responsable. À travers cette action de sensibilisation visant à offrir aux foyers vulnérables une alternative respectueuse de leur environnement et de leur santé, cette action vise à contribuer positivement à l'amélioration de la qualité de l'air, de la santé de nos concitoyens. 3000 sacs réutilisables leur ont été distribués pour cette occasion. Une distribution massive de sacs en papier craft à proposer à tous les commerçants comme alternative au plastique, et ce, dans le respect des normes en vigueur. Nous commençons aujourd'hui par Cité Moumina, puis Omar Djaga, à travers cette distribution et des formations dans toutes les régions de Djibouti. Le ministre de l'Environnement a également pris la parole. Voici un extrait de son intervention. L'objectif d'abord de cette initiative est de permettre surtout d'endiguer la coupe illégale de bois et de lutter contre la déforestation. Nous espérons à travers cette action de sensibiliser les personnes vulnérables aux effets de déforestation et leur apprendre que le changement climatique est là et nous ne pouvons pas négocier avec la nature parce que nous avons besoin de cette nature. Nous espérons mettre en place cette initiative dans tous les villages reculés du pays afin de permettre aux personnes et surtout aux femmes de lutter contre la déforestation. Nous comptons distribuer plus de 3000 foyers améliorés à travers les pays, accompagnés bien sûr des sacs Kaba réutilisables qui ont été réalisés par des femmes de l'AMPH. Cette distribution s'accompagnera bien sûr également de démonstrations et de formations aux bénéficiaires. Au terme, nous espérons que cette action contribue aux objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le CDC de Quartier 5 a organisé une soirée de mobilisation en faveur du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, mais aussi en faveur de la confiance et de l'engagement que lui apporte dans l'enceinte du Centre de développement communautaire une cérémonie de soutien de la vision du chef de l'État traduite en réalisation concrète. Ici, des artistes ont pris le relais pour animer cette soirée de mobilisation en faveur du président Guelleh pour l'élection présidentielle de cette année 2026.
Autre soirée de soutien, cette fois, c'est à Arta où les jeunes ont récemment organisé une cérémonie dédiée à exprimer leur soutien indéfectible au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en vue du scrutin présidentiel de 2026. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités officielles, dont le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, l'honorable Omar Waberi Malo, ainsi que le président du conseil régional. مالي أركي عذب نوب تاقي حيعان عاق تهي وماذا على كود جعل يسكي أماكا قرب جوبو دعاء قريبا بوكا سارني إلى صدو إلى صدو شنتين دقمو دلكو كلا بحي قبلكي ودنبي ودايرا إسماعيل دقمدادي ويان وطير صعرتي ودمير جوب ودقان كي لقو بمقع داريه وشنتين دقمو دلكو كلا بحي قبلكي ودنبي ودايرا إسماعيل دقمدادي ويان ودير صعرتي ودمير جوب ودقان كي لقو بمقع داريه Également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier au Palais du Peuple portant sur la politique nationale concernant l'enfant. Cet événement dirigé par Mme Anissa Hassan Bahdoun, secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, a rassemblé tous les acteurs responsables de la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de l'enfance, provenant principalement du secteur de l'éducation, de la santé et de la justice. Objectif fondamental de cette stratégie est de promouvoir le développement du capital humain en aidant l'enfant à réaliser son plein potentiel dès sa petite enfance. Et lors de cet événement, Mme Anissa Hassan Bahdoun a souligné l'importance primordiale de cet atelier pour assurer le bon fonctionnement de la PNE que nous vous proposons d'écouter. Protection et le développement harmonieux de tous les enfants de Djibouti. La revue à mi-parcours de la politique en cours s'inscrit dans cette dynamique de gouvernance responsable,
fondée sur l'évaluation, l'apprentissage et l'amélioration continue des politiques publiques. Cette revue a pour objectif d'évaluer de manière critique et constructive les progrès réalisés depuis l'adoption de la politique nationale de l'enfant en 2022. Elle permet d'identifier les acquis et les bonnes pratiques, de relever les insuffisances et les défis persistants, mais aussi de mettre en lumière les opportunités émergentes susceptibles de renforcer l'impact de nos interventions en faveur des enfants. L'atelier qui nous a réunis aujourd'hui constitue une étape déterminante de ce processus. Il vise à valider de manière participative et inclusive les constats, les conclusions et les recommandations issues de la revue à mi-parcours. Et cette fois, dans l'après-midi du 27 décembre, vers 15h, la brigade d'Ali Sabi, en collaboration avec les militaires de Bias, a mené une opération de lutte contre les trafics de produits stupéfiants dans le secteur de Bolé. Au cours de cette patrouille, 3 ressortissants étrangers ont été surpris en flagrant délit de transport de cannabis. Lors de leur déclaration, ils ont reconnu les faits. Suite à l'enquête menée, ces auteurs présumés ont été traduits devant la justice le 29 décembre dernier pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Je vous le disais en titre, cette décision israélienne interdisant les activités de dizaines d'organisations humanitaires et internationales opérant dans la bande de Gaza est entrée en vigueur avec le début de cette année. Suscitant ainsi au sein des Nations Unies et de la communauté internationale. Les Nations Unies et plusieurs organisations humanitaires ont toutefois fermement rejeté ces accusations, appelant les autorités israéliennes à revenir sur cette décision, appelant les autorités également, estimant que cette interdiction risque de compromettre les opérations humanitaires essentielles et de porter atteinte aux efforts visant à sauver des vies dans un territoire déjà confronté à une grave crise humanitaire. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.